Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de toutes les démarches à faire pour pouvoir faire votre demande de visa pour un PVT pour la Corée du Sud. En tout cas, c'est sur ça que je vais me concentrer et surtout sur un cas belge parce que comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur internet et tout ça, sur un cas précis d'un Français qui partirait en PVT en Corée du Sud. Mais c'est vrai que toutes les choses un peu plus précises sur la démarche par rapport à un cas belge, c'est un peu difficile de trouver les informations. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo pour pouvoir un peu reprendre tous les points et surtout vous expliquer comment se passe chaque point pour que vous ayez un petit peu plus d'informations là-dessus parce que moi je cherchais ce genre de vidéo quand j'ai fait ma demande et je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, j'avais envie de faire ces vidéos pour vous aider un maximum. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, si je regarde un petit peu sur la droite, c'est parce que j'ai mon ordi juste devant moi où j'ai repris du coup toutes les informations importantes pour cette vidéo. Et d'ailleurs toutes ces informations viennent du site de l'ambassade de Corée et de Belgique. En fait, il y a vraiment toute une page qui reprend toutes les informations par rapport au PVT. Donc là c'est vraiment juste les mêmes infos copier-coller des deux, voilà. Mais c'est juste que je voulais vous montrer un petit peu tout ça et vous expliquer surtout comment faire la démarche de tous ces documents. Donc on va d'abord commencer par les règles importantes par rapport à ce PVT. Parce que si vous ne remplissez pas toutes ces règles, vous ne pouvez juste pas faire de demande déjà de base. Donc c'est parti. Alors les règles pour demander un PVT, tout d'abord, il faut être âgé entre 18 et 30 ans révolus. Donc ça veut dire que quand vous faites votre demande de visa, vous devez être âgé entre 18 et 30 ans. Je pense qu'il y a un petit peu une subtilité si jamais vous avez 30 ans et que vous allez avoir 31 ans dans l'année de votre PVT. Je pense qu'il y a une subtilité où vous pouvez faire votre demande quand vous avez encore 30 ans, même si pendant votre PVT vous passez à 31 ans, il faut juste que qu'à votre demande de visa, vous ayez au moins 30 ans révolus. Voilà. À vérifier quand même, parce que moi c'est ce que j'ai entendu que beaucoup de personnes faisaient ça, mais peut-être qu'au fur et à mesure des années, peut-être que les règles peuvent changer ou peuvent un peu se durcir, je ne sais pas trop, ça dépend. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça dont j'ai déjà entendu parler par rapport à cette règle d'âge. Donc voilà pour la première règle. Ensuite, il ne faut pas avoir déjà bénéficié de ce programme. C'est logique en soi parce qu'un PVT, c'est un permis vacances-travail dans un pays que vous choisissez et c'est quelque chose qu'on peut vous donner qu'une seule fois dans votre vie pour ce pays-là. Donc c'est vrai que vous pouvez faire un autre PVT dans un autre pays. Donc ça, c'est possible, mais si jamais vous avez déjà eu un visa PVT pour la Corée du Sud, vous ne pouvez pas en redemander un. Ça ne marche pas. C'est une seule fois par pays. En tout cas, pour la Corée du Sud, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, le demandeur doit résider en Belgique au moment de la demande du visa. Ça, c'est logique. Vous faites la demande au gouvernement belge, donc il faut que vous soyez résidé en Belgique au moment de votre demande parce que vous devez faire le déplacement jusqu'à l'ambassade de Corée en Belgique pour faire votre demande, donc c'est logique. Ensuite, règle suivante, ne pas être accompagné de personnes à charge. Ça me paraît normal, c'est un visa qui vise surtout les jeunes, donc c'est vrai que si vous partez un an à l'étranger, il ne faut pas que vous ayez quelqu'un à votre charge, sinon ça peut créer des problèmes parce qu'on se demanderait peut-être pourquoi est-ce que vous partez pendant un an. Et enfin, la dernière règle, c'est de disposer de l'équivalent de 3 millions de won coréens durant les 3 premiers mois du séjour en Corée, donc c'est l'équivalent de 2500 €. Tout simplement, ils vous demandent ça parce que pendant les 3 premiers mois, que vous êtes en Corée pendant votre PVT, on est encore techniquement sous le visa touristique tant qu'on n'a pas fait les démarches pour demander notre ARC. Et du coup, ils demandent un minimum d'argent pour être sûr que pendant au moins ces 3 mois, vous ayez assez d'argent que pour subvenir à vos besoins. Parce que en fait, après, vous êtes dans l'obligation de vous légaliser sur le pays et donc demander votre ARC. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu à nous de nous débrouiller, quoi. Il faut qu'on trouve un boulot, etc. Donc voilà, pour eux, c'est important que vous ayez au moins ce minimum d'argent pour au moins tenir les 3 premiers mois où vous êtes encore plus ou moins considéré comme un touriste pour avoir le temps de faire votre demande d'ARC. Voilà, donc voilà pour les règles. Et du coup, maintenant, passons aux documents requis pour faire la demande de visa. Alors le premier document, c'est un document classique, c'est un formulaire de demande de visa, donc en anglais ça s'appelle Visa Application Form, que je vais vous montrer tout de suite et je vais passer en revue chaque point pour vous montrer qu'est-ce que moi j'ai rempli à ces endroits-là, comme ça vous avez un espèce de guide de comment le remplir, mais c'est tout bête, c'est juste un document à remplir avec toutes vos informations qui résume en fait votre demande de visa, c'est le papier officiel qui atteste votre demande, quoi. Donc maintenant passons au document, comme ça je vous montre un peu plus en détail, parce que moi c'est vrai que la première fois que j'ai vu ce document, ça m'a un petit peu impressionné, donc c'est parti. Du coup, je vais compléter ce document avec vous pour pouvoir vous montrer au mieux possible comment il faut remplir ce document. D'abord, il est très important de lire les petites informations qu'il y a juste au-dessus parce que c'est très important, ça vous donne des informations sur comment remplir le document. Alors d'abord, il vous mentionne qu'il faut remplir bien sûr ce document de la manière la plus complète et la plus correcte parce qu'en fait le Visa Application Form c'est un document super officiel qui reprend en fait toutes vos informations de demande et surtout des informations personnelles sur votre numéro de registre national, votre numéro de passeport, etc. Donc c'est
Très très important de bien le remplir et de surtout mettre des informations correctes dedans parce que c'est un document super officiel pour votre demande. Donc voilà, faites très attention à ça. Ensuite, il faudra remplir ce document en majuscule et en anglais ou en coréen. Donc faites comme vous le sentez. Si jamais vous voulez le remplir en coréen, que bon vous fasse. Moi, je l'ai fait en anglais parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Et surtout, très important, le remplir en majuscule. Voilà. Pour les questions à choix multiples, il vous mentionne qu'il faudra simplement mettre un V dans la case correspondant à votre réponse. Et si jamais vous ne trouvez pas de réponse adéquate dans ce qu'il vous propose, il y a toujours une petite case autre que vous pouvez cocher si jamais ça ne remplit pas ce que vous vouliez à la base. Et il faudra alors préciser à ce moment-là votre réponse correcte. Voilà. Alors maintenant, passons aux informations. Ça va prendre un petit peu de temps. J'espère que vous êtes prêts. Alors d'abord, on vous demande du coup vos détails personnels. Donc on va vous demander de fournir une photo d'identité. Moi j'ai été la refaire. Je pense que j'ai fourni exactement la même photo qu'il y a sur mon passeport vu que j'ai dû refaire mon passeport pour ma demande de visa. Et donc il faudra la fournir avec. Moi j'ai juste donné la photo, je ne l'ai pas collée. Je l'ai juste donné avec. Ils se sont occupés de couper et de le mettre dessus. Donc voilà. Ensuite, pour les premières informations, on va vous demander votre nom de famille. Donc comme je vous dis, bien important de le noter en majuscule. Donc moi, je vais juste écrire n'importe quoi, voilà. Votre given names, donc là, on vous demande en fait votre nom et surtout vos deuxièmes prénoms aussi. Comme il y a écrit juste au-dessus, il faut que votre nom et prénom soient écrits de la même manière qu'écrit sur votre passeport. Donc ça veut dire que si vous avez des deuxièmes prénoms, il faut les mettre. Si par exemple un de vos deuxièmes prénoms c'est qu'une initiale écrit sur votre passeport, alors il faut le noter de cette manière-là. Donc moi j'ai juste écrit Célia voilà. Ensuite le 1.2, je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'ai rien rempli. Le point 1.3, vous devez mettre si vous êtes un homme ou une femme. Moi je mets femme. Pour le coup ici là pour aller un peu plus vite, je mets juste un V, mais vous devez normalement faire un petit check quand vous remplissez ce genre d'endroit, mais moi je fais juste un petit V parce que c'est comme ça va aller un petit peu plus vite, il y a quand même beaucoup de choses à remplir ensemble. Ensuite, on va vous demander votre date de naissance. Et là, il est très important de bien suivre l'ordre de l'année, du mois et du jour. Donc moi, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Nous sommes en 2025, en avril, pour le moment où je filme cette vidéo. Et on est le 22 avril, voilà. Donc c'est comme ça que vous devez noter votre date de naissance, normalement. Votre nationalité, donc moi j'ai écrit que je suis belge, en anglais bien sûr je rappelle, et puis votre country of birth, donc Belgium pour moi. Et ensuite votre numéro d'identification, moi j'ai mis mon numéro de registre national qui a du coup derrière ma carte d'identité, donc là vous devez juste noter votre numéro, voilà. Ensuite le point 1.8, c'est une question qui vous demande si vous êtes déjà venu sur le territoire coréen avec d'autres noms, alors dans ce cas là il faut le noter oui ou non. Moi du coup je note non parce que ce n'est pas le cas, mais si c'est le cas vous devez mettre oui et aussi vous devez noter sous quel nom de famille et sous quel prénom et deuxième prénom vous êtes déjà rentré sur le territoire. Ensuite pour le 1.9 on vous demande si vous êtes citoyen d'autres pays et donc il faut mettre oui ou non et si oui vous devez noter de quel pays vous êtes citoyen. Moi ce n'est pas le cas. Voilà, on a déjà fait le premier point, let's go. Ensuite, commençons le deuxième point. Donc là, c'est les informations de détail par rapport à votre demande de visa. Donc on va vous demander en premier si vous allez rester pour une longue période ou pour une courte période. Et là, pour le coup, ils visent une courte période. Pour eux, du coup, c'est un visa touristique. Donc moins de 90 jours, comme il y a écrit ici. Donc un PVT, comme c'est un an, c'est plus de 90 jours. Donc vous devez mettre long term stay over 90 days. Voilà. Le point juste en dessous, comme il y a écrit ici, ce n'est pas à vous de le remplir, c'est sûrement aux personnes à l'ambassade de remplir ce document, enfin cette partie-là du document, mais vous devez rien faire. Donc voilà, comme ça, la première page est remplie. Ensuite, pour le troisième point, on vous demande vos informations de passeport. Donc d'abord, on vous demande quel type de passeport c'est. Moi, j'ai juste mis régular, parce que c'est un passeport classique, voilà. Si jamais vous avez un autre type de passeport, alors il faudra le mentionner aussi ici. On vous demande du coup votre numéro de passeport juste ici. Moi du coup je ne vais rien noter. De quel pays votre passeport a été donné. Donc moi du coup c'est la Belgique. Et pour le 3.4, on vous demande du coup le place of issue. Moi du coup j'ai noté les informations qu'il y a dans mon passeport. Parce que du coup il y avait écrit je pense du coup la ville ou le pays en tout cas dans lequel ça a été fait. Donc ça je l'ai noté là. Normalement ces informations-là sont reprises dans votre passeport, donc il faut juste noter ça là. Date of issue, pareil, du coup vous devez noter la date à laquelle vous a été donné votre passeport. De nouveau je rappelle année, mois, jour pour la date. Et date of expiry, donc la date d'expiration aussi, elle est aussi écrite sur votre passeport. Voilà. On vous demande du coup si vous avez d'autres passeports valides. Donc comme je vous ai dit, si jamais vous êtes
citoyen d'un autre pays et que vous avez un passeport pour cet autre pays-là, alors il faudra le mentionner. Moi, c'est pas le cas, donc je mets non. Et du coup, les petits points juste en dessous, c'est par rapport au nouveau passeport. Si vous avez un autre passeport, il faudra remettre les mêmes informations, quel type, le numéro, de quel pays, etc. Ensuite, nous passons au point numéro 4, donc les informations de contact. On vous demande votre adresse. Donc moi, je vais dire n'importe quoi, rue des Cerisiers, voilà. Parce que j'aime bien les cerisiers, hop. Et donc pour le 4.1, c'est votre adresse de résidence de base, donc là où vous vivez normalement, ou si par exemple si vous vivez encore chez vos parents, c'est cette adresse-là qu'il faut mettre. C'est votre adresse de base. Et en fait, le 4.2, c'est, je sais pas, si par exemple vous êtes dans un cote et que vous étudiez, et ben alors il faudra mettre du coup votre current residential address, qui est du coup cette adresse-là, l'adresse où là vous êtes en ce moment, même si votre adresse de maison de base, c'est peut-être la maison de votre parent, vous voyez. Donc voilà, ça c'est pour les informations ici. Pour le 4.3, vous devez mettre votre numéro de téléphone et le 4.4, votre email. Donc je ne le remplis pas, voilà, pour gagner un petit peu de temps. Ensuite, dans le 4.5, on vous demande un contact en cas de problème. Et donc là, il faut remplir les informations de la personne que vous avez choisie. Donc mettre son nom complet, donc de nouveau avec ses deuxièmes prénoms, etc. en anglais. Le pays de résidence pour le point B, le numéro de téléphone de cette personne et aussi votre relation avec cette personne. Donc moi par exemple c'était ma maman, donc j'ai écrit mother. Et ça c'est pour le point 4. Le point 5, donc c'est des informations sur votre statut et vos détails de famille, donc si jamais vous êtes marié, etc. Vous devez du coup le mentionner. Donc 5.1, moi je ne suis pas mariée ni divorcée, donc on met single. Et du coup, dans le cas où vous êtes marié, dans le 5.2, vous devez noter les informations de la personne avec laquelle vous êtes marié. Voilà. Pour le 5.3, on vous demande si vous avez des enfants, donc vous devez mettre oui ou non. Si oui, combien d'enfants vous avez. Moi, du coup, je mets non, je n'ai pas d'enfants. Voilà. Et je pense qu'en fait, toutes ces informations sont importantes pour eux, pour un peu savoir, du coup, comme je vous ai dit, dans l'une des règles principales pour faire votre demande de visa, c'est savoir si vous avez des personnes à charge ou pas. Et donc, si vous avez des enfants, ça peut potentiellement être une raison pour laquelle on pourrait peut-être pas vous donner votre visa PVT. Voilà, donc c'est sûrement pour ça qu'ils demandent toutes ces informations. Ensuite, on passe au numéro 6. Donc là, on parle de votre éducation. On vous demande du coup quel est votre dernier diplôme, donc votre diplôme le plus élevé. Moi, du coup, j'ai fait jusqu'à un bachelier, donc je le mets ici. Mais du coup, vous devez mettre si vous avez fait un master, si vous avez seulement un diplôme de secondaire, enfin voilà, high school diploma ou autre, voilà, si vous avez fait un doctorat ou je ne sais pas, voilà. Et vous devez mettre votre diplôme le plus élevé, donc le plus récent. Et donc pour le 6.2, nommez du coup le nom de votre école et aussi l'endroit de votre école. Donc moi j'ai juste mis la ville et le pays du coup pour que ce soit plus précis. Voilà, comme il y a écrit ici, il vous demande city, province et country, donc voilà, ça c'est pour les premières informations. Et avec tout ça, on a fait 2 pages. C'est déjà bien, on avance assez vite et je vous rassure, après il reste plus beaucoup de pages. Je pense qu'il n'en reste que 2 parce que la dernière information c'est juste daté et signé, donc ça va aller assez vite. Alors pour le point 7, on vous demande votre statut d'emploi. Donc vous devez mettre votre statut si vous êtes entrepreneur, service civil, unemployed, self-employed, student, etc. Moi j'avais mis employed parce qu'au moment de ma demande de visa, je travaille. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Et donc de nouveau, si vous ne trouvez pas l'information dans ce qui est proposé, vous devez cocher other et le préciser dans les détails demandés juste ici. Du coup, ensuite, on va vous demander le nom de votre compagnie ou école. Si jamais vous avez écrit que vous étiez étudiant, il faudra noter du coup de nouveau le nom de votre école. Et donc voilà, il faut noter le nom de votre compagnie. Juste ici, votre position. Moi, j'avais écrit employee. Il faut du coup noter aussi l'adresse de votre lieu de travail ou de votre école, etc. en fonction de ce que vous avez mis, et le numéro de téléphone. On passe du coup au point 8 où on vous demande des détails sur votre visite. Donc d'abord, on va vous demander le but de votre visite. Donc nous, comme c'est un PVT, c'est un Working Holiday Visa. Moi, je ne l'ai pas trouvé du coup dans toutes ces informations, puisque ce n'est pas du tourisme, ce n'est pas un business trip, ce n'est pas toutes les choses qu'ils proposent juste ici. Donc moi, j'avais juste coché Other et j'ai mentionné Working Holiday en mettant entre parenthèses le H1 qui est du coup le type de visa que je demande. Donc moi j'avais noté ça. Intended period of stay, du coup normalement un PVT c'est 1 an et vous allez rester normalement du coup 1 an. Alors pour le point 8.3, on vous demande du coup votre date d'entrée, donc c'est la date à laquelle vous avez envie d'être sur le territoire. Moi je vais dire n'importe quelle date, on va dire que je pars demain. Donc de nouveau, on n'oublie pas de le mettre en année, mois, jour, parce que moi je me suis trompée plusieurs fois, j'ai dû souvent repasser dans mon document à cause de ça. On va dire que je suis demain en Corée. Donc on met
le 23 avril 2025. Voilà, et donc vous devez absolument le mettre. Je sais que des fois, certaines personnes font leur demande de visa sans réellement savoir quel jour ils vont réellement partir. Moi, je vous avoue que j'ai fait les choses dans les règles, donc je savais quand je partais, j'avais déjà pris mon billet d'avion pour l'aller, donc j'ai mis du coup la vraie date à laquelle je serai sur le territoire. Mais voilà, ça vous devez faire en fonction de vous et en fonction de ce que vous préférez faire. Moi, j'ai préféré faire vraiment tout bien dans les règles, donc voilà, moi je vous conseillerais de faire ça, mais vous faites après ce que vous voulez. Il faut juste un peu se renseigner parce que je sais que certaines personnes font d'une autre manière, voilà. On vous demande du coup votre adresse en Corée. Moi j'ai mis du coup l'adresse de mon Airbnb, donc on va remettre rue des Cerisiers. Voilà, j'ai mis l'adresse du coup de mon Airbnb que j'ai pris pour un mois d'abord là-bas, et du coup le numéro de téléphone du Airbnb. Ensuite, le point 8.6, on vous demande du coup si vous avez déjà voyagé en Corée dans les 5 dernières années, il faut écrire oui ou non. Moi j'avais déjà voyagé en Corée, donc j'ai mis oui, et il faut mettre du coup les informations du nombre de fois que vous l'avez fait dans ce petit tableau juste ici, et aussi la raison de votre visite. Donc moi j'y suis déjà allée, on va dire du coup cet automne, j'y suis allée cet automne, en 2024, donc 2024 du 10, on va dire n'importe quoi, du 3 jusqu'au 2024, du 10 25. Voilà, on va mettre ça, on va mettre n'importe quoi. Et pour le but de votre visite, moi du coup j'ai à chaque fois écrit tourisme, donc voilà. Et donc vous devez absolument remplir ça pour les 5 années précédentes, si vous avez déjà voyagé en Corée du coup. Ensuite, pour le point 8.7, on vous demande si vous avez déjà voyagé en dehors de votre pays de résidence, en enlevant du coup la Corée, vu que vous avez déjà mentionné ça juste au-dessus, dans les 5 dernières années aussi. Moi j'avais un petit peu trop voyagé que pour que ça rentre dans les... Ouais, quoi, il y a 5 cases dans les 5 cases de ce tableau. Donc en fait j'ai juste fourni un tableau Excel sur une feuille séparée que j'ai mis avec dans mon Visa Application Form, où du coup j'ai repris exactement le même tableau, où j'ai noté du coup le pays que j'ai visité, le but de ma visite du coup, et aussi la période de séjour dans ce pays. Moi je vous conseille de faire ça si ça ne remplit pas les 5 petites cases qu'il y a ici, parce que c'est peut-être pas assez pour les 5 dernières années. Donc voilà, vous pouvez absolument fournir un document Excel séparé sur une feuille. Il faut juste le mettre juste après cette feuille-ci dans votre Visa Application Form, comme ça ils savent. Et du coup moi, pour que ce soit un petit peu plus précis, pour pas que ce tableau soit juste vide et qu'ils aient peur que j'ai pas rempli le document, j'ai mis une petite astérix en écrivant que je l'avais inclus dans un document séparé que j'ai fourni avec. Et donc avec tout ça, nous avons fini la 3e page. Alors, pour la 4e page, on continue sur les informations. Le 8.8, on vous demande si vous avez des membres de votre famille qui vivent en Corée. Donc il faut le mettre si c'est oui ou non. Si oui, vous devez du coup de nouveau donner les informations. Voilà, moi c'est pas le cas, donc j'avais juste mis non. Pour le point 8.9, on vous demande si vous allez voyager en Corée avec un membre de votre famille, donc sûrement les personnes que vous avez peut-être déjà mentionnées avant, ou d'autres personnes de votre famille qui viendraient avec vous. Si oui, il faut le mettre. Moi j'ai mis non, parce que bon, un PVT à la base, c'est quand même quelque chose que vous faites seul, donc je suis pas sûre qu'il soit très heureux si vous dites que vous voyagez et que vous faites le PVT avec toute votre famille. Voilà, je pense que si votre sœur le fait avec vous, vous devez le mentionner du coup. Par exemple, une des règles, c'est quand même de ne pas avoir de personnes à charge, donc voilà, il vous demande quand même des informations par rapport à ça. Il faut le mentionner si oui ou non vous partez avec quelqu'un de votre famille en Corée. Ensuite, le point 9, on vous demande des détails de l'invitation pour laquelle vous êtes venu en Corée. Donc ça c'est assez particulier, moi je savais pas qu'ils avaient demandé ça, mais on vous demande du coup si quelqu'un vous invite pour faire ce visa. Voilà, si quelqu'un vous a invité pour demander ce visa. Moi c'est pas le cas, du coup je l'ai fait juste par moi-même. Voilà, j'ai pas trop compris, je vous avoue, cette question, je suppose que ça dépend. C'est peut-être en fait demandé par rapport à un autre type de visa, peut-être qu'il y a d'autres types de visas qui ont du coup des invitations, et donc dans ces cas-là il faut écrire oui, mais je pense pas que pour un PVT il y a d'invitation, donc moi j'ai juste écrit non parce que personnellement ce n'est pas le cas. Pour le point 10, on vous demande des informations d'économie en fait que vous avez pour ce PVT. On vous demande d'abord le Estimated Travel Cost en US dollars, donc ça c'est très important, il faut l'écrire en dollars US quand vous notez le montant. Moi personnellement j'avais pas trop compris si c'était seulement le travel cost, donc seulement le déplacement jusque là-bas, ou si c'était vraiment tout le PVT. Personnellement, j'ai pris l'option qu'est-ce que je pense que le PVT va me coûter, donc j'ai noté le montant là, mais du coup vous pouvez noter en fonction de vous ce que vous voulez, mais je sais que certaines personnes mettent juste le travel cost comme il y a écrit là, ou en le traduisant comme étant seulement le déplacement.
Donc voilà. Moi j'ai préféré me la jouer safe, donc j'ai juste noté mes économies pour ce PVT complet. Donc voilà, ou en tout cas ce que je pense que va me coûter ce PVT. On vous demande du coup dans le 10.2 qui va payer toutes ces dépenses de votre voyage. Et là personnellement, comme c'est moi-même qui me finance, j'ai du coup écrit mon nom, de nouveau pareil, genre full name avec nom de famille, prénom, etc. Là on vous demande du coup la relation avec la personne qui demande le visa, et donc moi j'ai juste écrit myself parce que c'est moi qui me finance mon PVT, voilà. Type of support, j'ai écrit financial, et les informations de contact, j'ai juste remis mon numéro de téléphone, comme ça c'est fait. Dans le point 11, on vous demande si vous avez déjà reçu une assistance pour compléter ce visa application form. Vous pouvez écrire oui, vous pouvez écrire non. Je suppose qu'il faut, dans un cas où vous avez vraiment reçu de l'aide style d'une organisation qui vous aide à remplir vos informations de visa, je ne sais pas si par exemple vous passez par EF ou par WEP, je ne sais pas trop comment ça marche, mais je me dis que c'est sûrement dans un cas où vous avez vraiment une organisation qui vous aide à remplir tous ces documents ou qu'ils le font carrément à votre place, c'est possible aussi. Là du coup pour moi c'est pas le cas, donc j'ai juste écrit non, et donc pareil, si c'est le cas, vous devez donner les informations juste en dessous. Et avec ça, nous sommes arrivés à la dernière page, donc je vous invite quand même à lire toutes les informations de notice qu'il y a juste ici. Donc voilà, c'est des petites informations en plus. Et la dernière étape à faire pour finir de remplir ce document, c'est du coup de dater, pareil de nouveau, avec la date d'aujourd'hui. Et il faut du coup écrire votre nom juste ici et signer le document. Voilà. Et c'est fini. Moi, je vous avoue que du coup, j'ai tout rempli comme ce que je viens de faire avec vous maintenant. Mais pour la signature, j'ai préféré imprimer le document et le signer à la main. Moi-même. Voilà, j'ai préféré faire ça, je trouvais que c'était un peu plus officiel, mais je ne pense pas que c'est obligatoire. Vous pouvez quand même mettre une signature générée digitalement. Moi, j'ai préféré quand même le signer à la main. Voilà, je trouve que c'est un petit peu plus officiel. Et voilà, avec tout ça, vous avez fini de remplir le premier document. Je sais que c'était énorme comme démarche, mais je trouvais ça important de le faire avec vous parce que c'est quand même quelque chose de très compliqué à remplir. C'est un long document qui a l'air très impressionnant quand même au début, surtout si par exemple l'anglais n'est pas votre langue maternelle ou que vous avez un petit peu du mal avec l'anglais. C'est vrai que c'est un document assez impressionnant parce que c'est un document très officiel où il faut absolument que tout ce que vous mettez dedans soit juste. Donc j'ai préféré quand même le parcourir avec vous. Donc j'espère que ça vous a aidé. Et maintenant on va passer au reste des documents et là ça ira je pense un petit peu plus vite. Le deuxième document qui vous demande, c'est un billet d'avion aller-retour ou un relevé de compte bancaire justifiant des ressources suffisantes pour acheter un billet d'avion aller-retour. Comme je vous ai montré dans le Visa Application Form, on vous demande du coup votre date d'arrivée sur le territoire. Moi personnellement du coup, pour le savoir, j'avais déjà décidé de ma date d'arrivée et du coup j'avais déjà réservé mon billet d'avion aller. Bon bien sûr, je n'ai pas pu réserver mon billet d'avion retour puisque nous sommes beaucoup trop tôt au moment de ma demande pour pouvoir déjà réserver un billet d'avion retour. Mais voilà, il faut quand même pouvoir prouver que vous avez assez de fonds sur votre compte bancaire pour pouvoir acheter ce billet d'avion retour au cas où. Donc ça, c'est le même document qui vous demande plus tard, justifiant du coup de vos fonds dont je vous ai parlé aussi juste au-dessus, vu que ça fait partie aussi des règles. Mais ça, du coup, on en parle juste après. Ensuite, le prochain document qu'on vous demande, c'est un certificat médical émis par un médecin prouvant que vous ne souffrez d'aucune maladie ou infirmité qui pourrait mettre en danger la santé publique, l'ordre ou la sécurité. Et ce document devra être soumis après avoir reçu une apostille. Donc moi je vous avoue que je ne savais pas trop réellement ce qu'il fallait que je fasse par rapport à ce document. Donc j'ai tout simplement été prendre rendez-vous avec mon médecin généraliste. On a discuté ensemble du fait que je partais du coup en PVT et que j'avais besoin d'un certificat médical. Je lui ai lu du coup la description et donc on a fait un check-up ensemble. On a aussi également vérifié mes vaccins parce que je voulais être sûre d'être à jour, etc. Et elle m'a fait du coup un certificat médical reprenant du coup la phrase que je ne souffrais d'aucune maladie, etc. Et puis après du coup, ayant reçu ce certificat médical, j'ai dû me poser la question de comment est-ce qu'on le fait apostiller. J'avais vu sur le site de l'ambassade qui reprenait un site qui renvoyait vers des informations concernant du coup cette apostille que je vais vous montrer du coup tout de suite, comme ça vous allez voir. Et c'est du coup là par exemple c'est vraiment pour un cas belge parce que c'est vrai que du coup je ne sais pas du tout comment ça se passe pour des Français, mais en tout cas là c'est vraiment le processus pour un Belge du coup pour faire apostiller un certificat médical. Alors je vous montre, là on est sur le site de l'ambassade, la rubrique du coup Working Holiday Visa. Je vous le mets bien sûr en barre d'infos by the way, hein. Je le mets en barre d'infos comme ça vous avez vraiment le site directement. Et en fait ils vous mettent ici du coup dans la rubrique documents, dans la partie certificat médical, un petit lien vers un site. Quand on clique dessus du coup il vous renvoie vers le site de la santé publique. Et en gros dans ce document on vous explique comment on légalise du coup un certificat médical. Et en fait c'est tout bête. Il faut bien sûr que du coup sur votre certificat médical il y ait le nom et prénom du médecin, votre nom et prénom, la date de délivrance de
du document, le cachet INAMI du médecin et la signature du médecin, et pas une signature électronique. Voilà, c'est les prérequis pour un certificat dans les règles pour le faire légaliser. Ensuite, il faut remplir du coup un formulaire de demande qui est juste ici. Donc vous cliquez dessus et en fait, je vais le télécharger pour vous le montrer. Donc voilà à quoi ressemble le document. Moi, je l'ai fait imprimer avec mon médecin et celle qui l'a rempli. Donc elle a re-rempli les informations, donc son nom et prénom, son numéro INAMI, mes informations à moi, la date de délivrance du certificat, pareil, le nom et prénom du demandeur, etc. L'adresse mail du demandeur, donc ça c'était toutes mes informations à moi et mon numéro de téléphone. Le pays de la légalisation, donc là du coup c'est la Belgique. Et la langue souhaitée du document parce que en Belgique du coup c'est en fonction des 3 langues nationales, donc c'est le français, le néerlandais ou l'allemand. Donc moi j'ai demandé en français, voilà. Et donc là il vous demande du coup de fournir avec une copie de votre carte d'identité ou passeport recto verso et du coup le document à légaliser, donc c'est-à-dire votre certificat médical du médecin. Et vous devez envoyer donc ces 3 documents à cette adresse mail juste ici. Voilà, et vous envoyez ça par mail, et vous allez recevoir du coup un accusé de réception du mail, ils vont traiter la demande, et c'est eux-mêmes qui vont se charger quand le certificat médical a bien été approuvé comme étant en bonne et due forme, c'est eux-mêmes qui vont se charger de l'envoyer au SPF Affaires étrangères, qui eux vont s'occuper de l'apostille. Donc voilà, il y a vraiment pas grand-chose à faire à part du coup remplir ce formulaire de demande, mais moi je vous ai dit, je l'ai juste emmené avec mon médecin, on l'a rempli ensemble, et c'est moi-même qui me suis occupée de l'envoyer par mail en du coup fournissant le certificat médical, le formulaire de demande et une copie du coup de ma carte d'identité. Voilà. Pour ce qui est de l'apostille, donc comme je vous ai dit, c'est eux-mêmes qui se chargent, après que vous ayez envoyé le mail, de l'envoyer au SPF Affaires étrangères pour qu'ils s'occupent de l'apostille. Et ça se fait tout seul, ça se fait super rapidement. En fait, vous allez recevoir un mail qui vous dit « Voilà, votre document est prêt à la réception, il a été apostillé, veuillez payer l'apostille. » Et juste après ça, vous pourrez avoir accès au document sur le site e-législation. Donc c'est le site officiel de la Belgique qui s'appelle elegislation.diplomatie.be et c'est là du coup qu'est repris à chaque fois vos documents officiels apostillés. Et donc vous avez juste à payer l'apostille quand ils vous envoient le mail avec la demande, et quand vous aurez payé l'apostille qui est du coup de 20 € par document, comme ça vous savez, vous aurez accès à ce document sur la plateforme. Voilà. C'est tout. C'est pas très compliqué en fait, ça a l'air très compliqué quand je vous l'explique comme ça je pense, mais sincèrement ça se fait tout seul en fait, vous n'avez pas grand chose à faire à part envoyer ce mail avec le formulaire de demande, etc. Mais sinon le reste se fait tout seul, c'est pas à vous de commencer à courir derrière, ils le font tout seul, il faut juste payer l'apostille et après vous avez accès aux documents. Donc ça c'est fait assez rapidement et c'est assez pratique. Moi c'était du coup la première fois que je découvrais comment faire une demande d'apostille, donc j'ai trouvé ça très intéressant et surtout c'était ultra rapide quoi, j'étais vraiment étonnée. En 2 jours j'avais mon document plus la légalisation du document, donc c'était parfait. Ensuite on passe au document suivant. On demande un document justifiant d'une ressource financière équivalente à 3 millions de Korean won durant les 3 premiers mois de séjour en Corée, donc ça c'est le point qui demandait dans les règles juste au-dessus. C'est un certificat de banque qui justifie d'avoir au moins 2500 € d'économie. Et donc dans le cas où par exemple vous n'avez pas pu prendre de billet d'avion, que ce soit aller ou retour, il faut du coup rajouter à ces 2500 assez d'économie que pour payer un billet d'avion. Genre par exemple moi je mettrais, allez, ultra large, 3000 € en plus pour pouvoir payer des bons billets d'avion, mais comme ça vous êtes sûr d'avoir assez d'économies pour pouvoir payer ces billets d'avion et aussi du coup rentrer dans le critère d'avoir assez d'économies pour ces 3 premiers mois. Moi j'ai vraiment juste fait un certificat de banque avec toutes mes économies, donc comme ça je savais que je rentrais dans les critères. Et pour faire cette demande de document, en fait moi j'ai seulement téléphoné à ma banque et je leur ai parlé du coup du document, du fait que je partais 1 an en PVT, etc., qu'il me fallait ce document. Et donc pareil, c'est un document qu'il faut payer. Moi, ils m'ont fait payer du coup 35 € pour la demande de ce document. Et je pense que j'avais pu le demander fourni du coup en anglais. Mais ça, je pense pas que c'est obligatoire. Mais moi, je pense que je l'avais demandé du coup en anglais puisqu'ils pouvaient me le fournir en anglais. Comme ça, c'est plus pratique. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'en fait, moi, j'ai découvert qu'en faisant toute cette démarche que absolument tous les documents sont payants. Et chaque étape est payante, quoi. Donc c'est vrai qu'à la fin, ça fait un bon petit package alors qu'on n'est même pas encore parti. Donc ouais. Ensuite, prochain document, on vous demande un certificat légal de bonne vie et mœurs, donc un extrait de casier judiciaire vierge, émis par les autorités compétentes, doit être soumis après avoir reçu une apostille également.
Donc là, c'est pareil. Vous demandez votre casier judiciaire. Il doit être vierge, du coup, je suppose, ou en tout cas ne pas avoir quelque chose de grave dessus. Enfin, je suppose. Moi, en tout cas, il n'y avait rien écrit dessus. Pour le demander, moi, j'ai juste été sur le site de ma commune, parce qu'on peut se le faire générer sur Internet directement, pas besoin d'aller voir ses autorités, etc. Et pour l'apostille, je me suis beaucoup demandé comment il fallait que je fasse. Donc, en fait, j'ai tout simplement téléphoné à ma commune pour savoir comment ça se passait. Ils savaient pas spécialement vraiment comment ça se passe, donc ils m'ont juste demandé de venir à la commune sans rendez-vous et de demander du coup une apostille du casier judiciaire. J'ai eu un rendez-vous avec la dame et c'était pareil, on m'a juste demandé mes informations, donc nom, prénom, mon mail. Qu'est-ce qu'on m'avait demandé d'autre? Je me souviens plus, mais je pense que c'était tout. Je crois qu'on m'avait demandé le pays de destination quand même pour avoir un peu des informations sur pourquoi je demandais ce document, mais les informations importantes c'était juste ça. Et c'est la commune qui a fait la démarche de demander cette apostille. Et donc pareil, j'ai reçu dans les jours qui suivaient un mail qui me disait voilà, votre document est prêt et apostillé, veuillez payer l'apostille et vous le recevrez sur le site. Comme je vous ai expliqué juste avant, c'était très simple. Donc voilà. Ensuite, on vous demande du coup un passeport original valable pour au moins 15 mois et une copie de la page d'identification du passeport. Donc on vous demande du coup un passeport valide. Voilà. Et on vous demande du coup qu'il soit valable pendant toute la durée de votre PVT, plus 3 mois après. Donc c'est 12 mois plus 3 mois, donc 15 mois, comme il est précisé ici, et du coup une copie de la page d'identification qu'il y a sur votre passeport. On vous redemande du coup une photo d'identité en couleur. Moi j'ai du coup fourni la même photo qu'il y a sur mon passeport, et comme je vous ai dit, je pense que c'est du coup la photo qu'ils mettent sur votre visa application form. Ensuite, pour la Belgique, on demande une lettre de motivation de voyage et un programme de séjour pour la durée d'1 an. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai l'impression que en fonction des pays, la lettre de motivation n'est pas obligatoire, mais chez nous, elle l'est. Pour le programme de séjour, il vous donne en fait une template sur le site de l'ambassade. Je vais vous la montrer tout de suite. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. En fait, c'est vraiment juste un tableau où vous allez noter vos activités sur l'année. D'abord, on vous demande au-dessus des informations basiques, donc votre nationalité, votre nom, votre date de naissance. Pareil, je l'ai de nouveau réécrit en année, mois, jour, juste pour être sûr. Si vous êtes un homme ou une femme, votre numéro de passeport, le type de passeport, la durée de votre séjour. Donc moi, j'ai écrit 365 jours, donc 1 an. Voilà. Et pour le Activity Plan, on vous demande du coup le time schedule, l'activité que vous allez faire pendant ce temps-là, là où vous allez rester vivre à ce moment-là, et des remarques importantes. Moi, j'ai un petit peu divisé mon année en fonction des mois, parce que je savais que par exemple, j'allais passer 6 mois à l'université pour apprendre le coréen. Donc j'ai mis mes 3 premiers mois pour le premier semestre. Je suis du coup à l'université et je visite un peu Séoul. Je mets du coup que mon lieu de résidence sera Séoul et les remarques, c'est en fonction de si vous avez des choses à expliquer. Moi, par exemple, plus tard dans l'année, j'ai expliqué que j'allais visiter plusieurs villes et que du coup, j'allais quand même avoir mon lieu de résidence qui était à Séoul, mais que j'allais visiter plusieurs villes avec des Airbnb et que j'allais rester que quelques jours dans chaque ville. Enfin voilà, j'ai précisé ça parce que je pense que c'est important qu'ils comprennent que j'allais quand même garder un même lieu de résidence. Donc voilà, là vous devez mettre en fonction de vous, en fonction de comment vous allez voir votre année. Moi, je vous conseille quand même de mettre le plus d'informations possible et surtout, moi, j'ai fait attention de bien noter des informations sur les activités que j'allais faire, notamment les lieux touristiques que j'avais envie de visiter, pour qu'ils se rendent compte que je me suis vraiment bien renseignée sur le pays. Je trouve que c'est quand même important et pas juste mettre les premiers lieux touristiques que tout le monde fait, entre guillemets, vraiment montrer que vous savez ce que vous avez envie de faire cette année-là, que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire. Il faut aussi mentionner d'ailleurs si vous comptez travailler un petit peu ou pas, moi je l'avais fait aussi, à quelle période, etc. Tout en mentionnant bien que vous allez respecter les règles, parce que par exemple, notamment pour la Belgique, pour ce qui est étudier le coréen dans une université ou n'importe quel style d'académie, on ne peut étudier le coréen que pendant 6 mois pour les Belges. Voilà. Et pour ce qui est de travailler, on ne peut travailler également aussi que pendant une période de 6 mois sur le territoire, mais on n'a pas de vraies règles sur le type d'horaire, donc on pourrait faire un temps plein. Alors que je sais que par exemple les Français peuvent travailler toute l'année, mais je pense qu'ils ont une restriction niveau horaire. Si je dis pas de bêtises, ça doit être du 25 heures semaine, mais don't quote me on that, je ne suis pas sûre à 100%. Mais voilà, vous voyez, en fonction des pays, il y a des règles différentes, donc il faut que quand vous mentionnez ces informations-là, vous
précisez bien que vous avez compris les règles et que vous allez les suivre. Voilà, parce que c'est quand même très important. Elles sont pas là pour rien, toutes ces règles. Donc voilà, je pense que pour ce document, il demande maximum 2 pages à 4. Moi, j'avais rempli qu'une seule page parce que c'est vrai que j'avais beaucoup d'activités qui se regroupaient sur plusieurs mois. Donc j'avais pas eu besoin de remplir une deuxième page. Donc voilà pour ce document. Et pour la lettre de motivation, c'est juste un document d'une page à 4, écrite du coup en anglais. Personnellement, vous pouvez l'écrire en coréen si jamais vous avez la foi, mais moi c'était pas mon cas, je l'ai écrit en anglais du coup. Et c'est expliquer pourquoi vous avez envie de faire ce PVT, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce PVT, qu'est-ce que vous voulez faire sur place. C'est un peu mettre en texte ce que vous avez mis dans votre Travel Activity Plan. Enfin, c'est une lettre de motivation quoi, voilà, c'est tout. Faut juste faire une lettre de motivation de pourquoi vous avez eu envie de faire cette demande de visa, pourquoi la Corée, qu'est-ce que vous avez envie d'y faire, etc. Voilà. Et ensuite, on passe au dernier point, qui est pour moi le plus tricky pour un cas belge, mais je vais vous expliquer pourquoi. On vous demande du coup un contrat d'assurance médicale concernant toute la durée du séjour en Corée, comprenant le prix de chaque accident sur place, les maladies, les frais d'hospitalisation et les frais de rapatriement. Et cette assurance doit au moins couvrir 30 000 € de frais médicaux. Voilà, ça c'est le minimum pour faire une demande de visa PVT. Mais juste en dessous, il parle d'un point qui est assez important, c'est qu'en fait, quand on arrive en Corée, après 6 mois sur le territoire, on est automatiquement inscrit à l'assurance coréenne. Donc, ils appellent ça le NHIS. On peut se faire exempter de cette assurance coréenne, parce que on a déjà dû faire une demande d'assurance pour partir en PVT. Mais le souci, c'est que pour les Français, c'est assez facile de se faire exempter parce qu'il y a des accords entre les pays qui ont été faits. Mais pour les Belges, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, et c'est de ça dont il parle juste en dessous, donc je vais vous lire ça tout de suite pour ne pas dire de bêtises. Il précise bien que le montant minimum de la couverture d'assurance maladie pour obtenir un visa vacances-travail est de 30 000 €. Donc pour demander le visa, vous avez seulement besoin d'une assurance qui couvre 30 000 €, juste pour le visa. Mais le montant minimum pour être exempté de l'assurance maladie coréenne est de 700 000 €. Pour demander le visa, il vous faut une assurance qui couvre minimum 30 000 €. Mais pour se faire exempter de l'assurance coréenne qu'on vous met quand vous arrivez là-bas, il faut alors que cette assurance couvre bien plus. Il faut qu'elle couvre minimum 700 000 €. Il faut en fait, comme il y a écrit juste en dessous, que cette assurance que vous ayez prise avant de partir en Corée pour votre visa couvre l'équivalent de l'assurance médicale coréenne. Il mentionne que si vous avez besoin de plus d'informations, il faut aller sur le site officiel de Working Holiday Visa Info Center qu'ils ont mis du coup sur le site juste en dessous. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, c'est un point assez tricky pour les Belges parce que comme vous l'avez compris, il faut du coup que l'assurance qu'on choisit en Belgique pour faire notre demande de visa couvre minimum 700 000 €. Mais ce qui est un petit peu particulier, c'est que il y a de plus en plus de cas où beaucoup de Belges ne peuvent pas se faire exempter parce que au NHIS, quand ils vont au centre pour se faire exempter, les personnes là-bas regardent vraiment tout ce que l'assurance couvre et malheureusement en fait, pour être complètement exempté, il faudrait que nos assurances couvrent exactement la même chose que leur assurance coréenne. Sauf que malheureusement, moi personnellement, j'ai pas vraiment trouvé les informations précises de qu'est-ce que leur assurance couvre. De ce que j'ai entendu récemment, il fallait notamment que l'assurance couvre tout ce qui est grossesse et des choses comme ça. Faut qu'il y ait un plafond illimité et pas le minimum de 700 000 €. Donc je vous avoue que pour ce contrat d'assurance, pour les Belges, en tout cas je précise vraiment pour les Belges, je n'ai pas vraiment trouvé de recette magique d'une assurance qui ferait que quand on est en Corée, on peut se faire exempter. Parce que j'ai vu tellement de témoignages de gens qui disaient qu'en fonction de la personne devant laquelle ils se retrouvaient au centre, ou juste en fonction du type d'assurance que tu prenais, d'une personne à l'autre, c'était accepté et pour d'autres, c'était refusé. Donc là, je vous avoue que pour ce point-là, c'est un gros point d'interrogation que je découvrirai aussi sur place. C'est un point assez compliqué que même l'ambassade, quand je les ai eu au téléphone pour poser des questions par rapport à ça, ont vraiment insisté là-dessus en disant qu'il faut vraiment trouver une assurance qui matche si vous voulez vous faire exempter et que bien sûr, ce n'est pas la faute de l'ambassade coréenne si jamais vous n'arrivez pas à vous faire exempter quand vous êtes là-bas. J'ai eu beaucoup de cas, même une amie qui a été faire son PVT il y a quelques années qui n'a pas pu se faire exempter de cette assurance et on ne sait pas réellement spécialement pourquoi en fait. Voilà, c'est juste que malheureusement la Belgique et la Corée n'ont pas les mêmes accords que la France a avec la Corée et donc nous en fait il faut qu'on trouve une assurance entre gros guillemets parfaite qui soit pareille que celle de Corée et je ne sais pas laquelle c'est. Donc ça c'est vraiment le point assez compliqué. Si jamais vous avez déjà fait votre demande, vous êtes déjà parti en PVT
et que vous êtes belge et que vous avez pu vous faire exempter, n'hésitez pas à donner vos informations et votre expérience en commentaire. Je pense que ça aiderait beaucoup de personnes, moi y comprise. Mais moi, malheureusement, du coup, j'ai pris une assurance classique qui est parfaite pour les PVT. Mais c'est vrai que je ne sais pas du coup si je remplis exactement tous les critères demandés par le NHIS pour me faire exempter. Et ça, je verrai malheureusement sur place. Voilà. Donc ça, c'était le dernier point, le dernier document qui est assez compliqué parce que c'est encore un document où j'ai plein de points d'interrogation dessus. Mais en tout cas, pour faire votre demande de visa, c'est assez simple d'avoir ce document et de trouver une assurance adéquate. Ça, c'est assez facile, mais c'est plus pour la partie exemption en Corée où là, je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc voilà, là on a fait vraiment le tour de tous les documents. J'espère que ça vous a aidé. Il y a aussi une petite rubrique information du coup à la fin du site de l'ambassade qui reprend du coup un petit peu plus d'informations, notamment qui dit que les demandes de visa se font à l'ambassade de République de Corée auprès du Royaume de Belgique sur rendez-vous. Et il vous explique comment prendre rendez-vous sur le site de l'ambassade pour pouvoir faire votre demande de visa. Ils vous disent aussi qu'il faut du coup amener tous les documents requis avec vous et la demande de visa, quand vous êtes là-bas, il faudra payer du coup des frais d'inscription qui coûtent 81 €. Voilà, qu'il faut payer sur place à l'ambassade quand vous faites votre demande. Et aussi que la demande de visa nécessite 7 jours à être traitée. Donc voilà, il ne faut pas trop être impatient non plus. Il faut du coup le prendre en considération si vous avez décidé de partir dans un délai très court, que du coup le traitement de cette demande de visa prendra du coup 7 jours avant que vous ayez une réponse. Ils vous mettent aussi des petites informations, des remarques que je vais vous lire assez rapidement, comme ça vous les avez en tête aussi, mais tout ça de nouveau est repris sur le site. Ils vous disent de vous assurer d'obtenir un emploi temporaire rémunéré à une durée de maximum de 6 mois. Donc comme je vous ai dit, pour les Belges, on ne peut travailler que pendant une période de 6 mois. Assurez-vous de pouvoir entreprendre des études de langue ou un stage pour la durée de maximum 6 mois. Donc pareil, comme je vous ai dit, on ne peut apprendre le coréen là-bas que pendant une période de 6 mois. Donc bien respecter toutes ces périodes. Tout détenteur de visa vacances-travail soumettra une demande d'inscription en tant qu'étranger au bureau local d'immigration ou à sa succursale dans un délai de 90 jours à dater de son entrée en Corée. Donc là, il vous précise bien sûr que vous devez faire votre demande d'ARC dans les 90 jours sur lesquels vous êtes déjà sur le territoire. Parce qu'après, si vous n'êtes pas passé avec votre ARC, vous êtes illégaux sur le territoire. Voilà, donc il faut vraiment bien faire attention de faire cette demande d'ARC dans les premiers 90 jours sur lesquels vous êtes sur le territoire. Voilà. Et le dernier point qu'ils mettent dans les remarques, c'est la validité du visa est d'1 an pour rentrer en Corée à compter de la date à laquelle vous l'avez reçu et une autre année pour rester à partir de la date à laquelle vous atterrissez effectivement en Corée. Quand vous recevez votre visa, quand votre visa est validé, vous avez 1 an pour partir en Corée. Et à partir du moment où vous êtes sur le territoire, votre décompte de PVT d'1 an commence à se partir de ce moment-là. Voilà. Je sais que ça, c'est quelque chose qui commence un petit peu à changer de ce que j'ai entendu dire. En tout cas, pour la Belgique, c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Et de toute façon, tout ça est repris aussi comme information sur votre visa quand vous le recevez. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les informations. J'ai vraiment hâte de voir au montage combien de temps va durer cette vidéo parce que j'ai l'impression d'avoir énormément parlé, mais je trouvais ça très important quand même de suivre toute cette démarche avec vous parce que moi ça n'a pas été tous les jours facile quand j'ai dû un petit peu découvrir toutes ces informations là toute seule, surtout pour la partie d'assurance. J'aurais vraiment voulu que quelqu'un m'explique comment ça se passe pour les Belges parce qu'en fait j'ai dû moi-même faire tellement de recherches et comparer tellement de témoignages de gens pour pouvoir trouver les informations qu'en fait c'était assez compliqué, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Donc voilà, j'espère en tout cas avoir pu vous aider parce que moi j'aurais vraiment voulu avoir cette vidéo quand j'ai fait ma démarche. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!